Bienvenue aux internautes qui nous rejoignent pour ce deuxième plateau TV de cette nouvelle année 2020. Et j'en profite à ceux qui sont présents de leur souhaiter une très bonne année et de leur présenter tous mes voeux. Ce plateau est consacré à la banque assurance et à la prévoyance. Plus exactement, quel objectif en prévoyance pour la banque assurance en 2020 ? Nous avons réuni, comme d'habitude, sur ce plateau des professionnels. Je commence par Sylvie Feuillepin, qui est directeur banque, assurance et crédit de la société de courtage affinitaire SPB. À ses côtés, Christian Pruvot, directeur du développement et de l'ingénierie métier assurance de Natixis Assurance. Monsieur Olivier Moustakakis, excusez-moi, cofondateur d'Assurland.com, comparateur d'Assurland, que on connaît, je pense que beaucoup d'internautes connaissent en tout cas, puisqu'on vous voit suffisamment partout. Et puis à ses côtés, Jean-François Pelé, vous êtes président du directoire de Préparvie, qui est la compagnie d'assurance filiale de la Bred. Alors, comme je vous le disais, la banque assurance, ça a souvent été présenté, on y reviendra, comme un relais de croissance pour les banques assureurs toutes ces dernières années. Qu'est-ce qu'il en a été en 2019 ? Je vous pose déjà la première question. Quel a été le premier bilan ? Quand on parle de prévoyance en banque assurance, on va parler à la fois, évidemment, un peu de banque privée, mais surtout de mass market, savoir ce que vos clients attendent aujourd'hui. Alors, assurance emprunteur, garantie obsèque, GAV, je dirais que tout ça, ce sera maintenant à vous de faire le tour sur ce plateau. Première question, je me tourne vers un banque assureur au hasard. C'est tombé sur vous, Christian Pruvot. Une bonne année 2019 en prévoyance pour la banque assurance ? Oui, pour vous, Charles, oui, très bonne année. Alors, très bonne année, effectivement, la palette de produits est très large, on vient d'en évoquer quelques-uns, mais pas que 2019, je serais tenté de dire, parce qu'en fait, la prévoyance, ça concerne effectivement tous les clients, mais pas simplement depuis un an, depuis 2 ans. On s'aperçoit d'une chose, c'est que sur la durée, le conseil doit être effectivement apporté en permanence aux clients. Donc oui, très bonne année 2019 en l'occurrence, encore une fois, pas que. Juste peut-être un chiffre, 81%, si on veut être précis, des Français sont à l'écoute lorsqu'on leur propose de la prévoyance. Donc on voit qu'effectivement les axes en fait, de progression sont très importants. Donc très bonne année 2019 et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de conseils auprès des clients. Très bien, au niveau de vos deux réseaux. Absolument, les banques populaires et les caisses d'épargne. Absolument. Et les caisses d'épargne. Monsieur Pelé, bon, vous pour la... Même discours, je ne vais pas m'inscrire en faux, c'est une belle année. 2019, globalement, en prévoyance, c'est un taux de croissance à 2 chiffres, en tout cas. Curieusement, compte tenu de tout ce qu'on a pu dire sur le plan médiatique, l'assurance emprunteur marche également très bien. Là, c'est plutôt des taux de croissance de l'ordre de 15%. Porté par la production de prêts, évidemment, des années précédentes. Ça, c'est pour le réseau bancaire. Hors réseau bancaire, on prépare, et c'est un cas particulier, puisque c'est quelque chose que nous avons lancé assez récemment. Donc là, on est dans la phase de très forte croissance. Donc là, je ne vais pas vous donner les taux de croissance. Là, ils seront plutôt à 3 chiffres. Mais c'est un peu normal à ce stade-là, avec de beaux succès, plutôt, on dirait, en santé. Bon. Et là encore, en assurance emprunteur. Puisque, après tout... les quelques réglementations que nous avons vues arriver nous ont incité à jouer du côté des contrats groupes avec la banque, mais aussi en assurance individuelle, évidemment. Merci. Sylvie Feuillepin, vous êtes un peu aux confins, vous fabriquez des contrats, vous en vendez aussi. Même analyse, oui. Même demande aussi de la banque. Alors je dirais que pour notre activité avec nos partenaires bancaires, l'année 2019 a été une année très riche, plutôt côté gestion. Puisque dans le prolongement de la déclinaison de la loi Eckert, on a été amené à gérer de plus en plus de sinistres décès. Certains assureurs ont même décliné Eckert sur le décès accidentel. Et puis, donc, nous avons, avec les départements succession de nos partenaires, développé des partages d'informations, bien sûr RGPD compatibles, mais ce qui nous permet de construire un parcours client plus fluide. Excusez-moi, la loi Eckert, juste pour nos internautes. La loi Eckert permet à tous les assurés qui ont souscrit un contrat d'assurance décès d'être à peu près sûr que les capitaux seront versés aux bénéficiaires pour lutter contre les contrats en déshérence. Le contrat en déshérence.
Le renforcement de la réglementation génère aussi des exigences accrues chez nos partenaires délégants, les assureurs. Et donc là, on a été amené à travailler de façon beaucoup plus approfondie et on sent un intérêt croissant de la part des assureurs sur ces volets-là. Et puis, sur le volet commercial avec les distributeurs bancaires, on a enrichi certaines garanties, notamment des garanties accidentelles d'essai qui ont été enrichies pour intégrer du tout de cause, pour donner de la valeur client. Donc ça aussi, ça correspond à une tendance réglementaire. Sur notre activité en propre, on a fortement travaillé sur l'aide aux aidants. Vous êtes une société de courtage, je le rappelle. Oui, et nous avons une grosse partie de notre activité avec des partenaires en B2B2C, et nous avons aussi développé des activités en propre. Donc là, c'est le développement en 2019 de ce qui avait été commencé en 2018, l'aide aux aidants, une garantie répit, avec de la protection juridique par exemple, le développement d'une assurance en fonction du moment de vie, en l'occurrence de la GAV qui se transforme automatiquement en dépendance, et ça qui s'est bien développé, et la dépendance, aussi surprenant que ça puisse paraître, certainement pas pour vous, mais qui se vend sur les comparateurs et qui se vend également par téléphone. Alors si, c'est assez surprenant parce que justement, juste pour citer la dépendance, on a l'impression que c'est un petit peu, peut-être une impression en perte de vitesse. Olivier Moustakakis, qu'est-ce que font vos clients internautes sur votre comparateur? Qu'est-ce qui les intéresse dans le domaine de la prévoyance? Alors dans le domaine de la prévoyance, nous comparons à la fois les produits de la gamme indemnitaire et de la gamme forfaitaire. Donc ça couvre aussi bien l'assurance emprunteur que la GAV, que les individuels accidents, etc. Il n'y a pas d'homogénéité, c'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une forte augmentation des demandes de comparaison sur l'assurance emprunteur depuis maintenant 2-3 ans, et ça augmente, c'est une croissance à 2 chiffres qui est soutenue année après année, et là encore depuis début janvier, on note une forte croissance, d'accord ? Sur en revanche les produits qu'on vient de citer, c'est-à-dire les produits type GAV, individuel accident, etc., la croissance est molle, c'est-à-dire que ce sont des produits, in fine, qui sont surtout, je vais utiliser un jargon un peu technique, mais qui sont surtout vendus en push et pas en pull. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demande colossale de personnes qui viennent interroger les comparateurs sur ce type de produit. Alors, plusieurs raisons à cela, puisqu'on a interrogé, nous, des internautes qui passent chez nous, parce qu'on a 4 millions de personnes qui viennent quand même chaque mois, donc ça fait un volant d'individus non nuls. Sur une année, on fait à peu près un volume de 6 millions global de devis par an. Donc ça commence à devenir significatif. On existe depuis 20 ans aujourd'hui. Donc on est un vieux comparateur. On essaie toujours d'innover, d'être à la pointe, mais on est là depuis pas mal d'années. Et en fait, ce qui rebute un peu les gens, c'est que, premièrement, ils n'y comprennent rien. C'est-à-dire que quand on parle de GAV, garantie des accidents de la vie, vous interrogez quelqu'un dans la rue, il ne sait pas à quoi ça correspond. Il a le sentiment qu'il est assuré peu ou prou avec son assurance habitation, qu'il a ce type de garantie, etc. Donc, in fine, il y a un déficit, je pense, de la part des professionnels, et je me retourne vers vous ici, et des assureurs, en termes de communication, parce qu'in fine, les gens ne comprennent pas réellement à quoi ça sert. Et quel est l'intérêt de souscrire une GAV versus une individuelle accident, en quoi la partie indemnitaire couvre beaucoup plus, mais les gens n'arrivent pas à concrétiser réellement ce que ça va leur apporter. Donc il y a cette notion de ça va coûter plus cher parce que je vais devoir souscrire à un produit d'assurance complémentaire, donc rajouter un surcoût, mais pour autant, j'arrive pas vraiment à concrétiser. Si un capital d'essai, j'arrive à voir si je cotise X, que je vais toucher une somme Y, donc ça c'est quelque chose qu'on arrive rationnellement à imaginer puisque c'est indiqué clairement dans les contrats. En revanche, sur tous les contrats type GAV, indemnitaires, qui sont à mon sens beaucoup plus intéressants pour le consommateur, là il y a un frein parce qu'in fine, s'il n'y a personne qui est derrière pour expliquer réellement le pourquoi du comment, l'intérêt et ce que ça va réellement apporter en termes de garantie, en termes de couverture de certains préjudices qui ne sont pas couverts par les contrats forfaitaires, là on sent que la partie Internet a plus de mal avec ça.
Alors, effectivement, vous donnez des concepts forfaitaires, indemnitaires. C'est vrai que c'est pas si simple que ça. Alors, je me tourne effectivement vers nos deux banques assureurs. C'est intéressant ce qui vient d'être dit. Autant l'assurance emprunteur, finalement, on comprend peut-être qu'on comprend pas tout, mais on sait que c'est rattaché à un prêt, donc on y va et on en a besoin aussi. Si vous me permettez, aussi l'assurance emprunteur, les gens aujourd'hui réalisent qu'ils peuvent faire des économies colossales par rapport aux contrats de certaines banques, etc. Matériellement, ils arrivent à constater qu'ils vont faire des économies à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, le message est à peu près clair. Et aujourd'hui, il y a un véritable engouement. Et les gens utilisent des comparateurs sur l'assurance emprunteur. Ça devient quelque chose quand même d'assez mécanique. Ce qui n'est pas le cas sur les autres produits de prévoyance. Sur les produits, effectivement, donc on parlait obsèques, dépendance, d'autres. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Et est-ce que, une question qui vient tout de suite après, pour 2020, est-ce que ça va être quelles seront vos priorités? Est-ce qu'il y a des priorités en termes de produits ou de services, pourquoi pas? Jean-François Pellet? Oui, alors, dans ce qui a été dit, il y a plusieurs choses. Il y a le côté explicatif, le côté jargon de métier ou anti-jargon. Ça, je reconnais que malheureusement, ça doit faire 30 ou 40 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on fait des progrès, il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça reste pas toujours simple, c'est vrai. Il y a un deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est ce passage de garantie, alors deux choses, du forfaitaire à l'indemnitaire ou de l'accidentel au toute cause, qui est pour moi des vrais problèmes de société, il ne faut pas exagérer, mais de compréhension de l'intérêt de l'assurance. Et à mon grand regret, on arrive beaucoup plus à vendre des produits forfaitaires accidentels que des produits toute cause indemnitaires. D'abord pour une raison très basique, c'est que la prime payée, le prix n'a rien à voir. Donc ça simplifie les choses. Et c'est vrai que c'est un vrai souci parce que nous avons donc des assurés qui ne savent pas toujours pourquoi ils sont assurés. Est-ce que je suis assuré? Est-ce que je suis assuré 2 fois pour la même chose? Au contraire. Et pour qui il semble naturel de se croire assuré pour des choses qui ne le sont pas. L'accident de la vie est typique. Si je suis malade, c'est pas de chance, c'est donc un accident. Ah bah oui, mais non, en assurance, c'est évidemment pas un accident. Vous voyez, ce sont des compréhensions comme ça qui posent de sérieux problèmes. Bon, ça c'était sur la partie vente. Est-ce que Christian veut dire un mot ou est-ce que j'enchaîne sur 2020? Peut-être pour compléter, effectivement, en fait, la sensibilité même à d'autres sujets, comme le décès par exemple, n'est pas suffisamment mise en avant. En fait, avec un contrat de prévoyance qui va couvrir un décès, toute cause, j'entends, parce que c'est effectivement là qu'on a le vrai conseil, on va donner de la liquidité à des clients lorsque le patrimoine est massivement illiquide. Très souvent, on va avoir un appartement, besoin de vendre, etc. Donc on n'a pas cette liquidité, alors même qu'il y a un patrimoine. Donc c'est tout l'intérêt à la prévoyance, premier de réintroduire de la liquidité là où elle n'est pas. Donc ça c'est un point fondamental qu'il faut qu'on explique beaucoup plus à nos clients. Et je pense qu'avec ces mots-là, on commence effectivement à avoir beaucoup plus d'écho, d'expliquer qu'en cas de disparition, et de toute façon malheureusement ça arrive à chacun d'entre nous, mais en fonction des situations à un instant T, c'est pas, alors on prend des jargons de marketing, c'est pas le bon market timing, je mets des guillemets bien évidemment, mais c'est pas le moment effectivement parce que les biens sont illiquides, on les vend peut-être pas au bon moment et puis en tout état de cause on va les liquider. Donc voilà, donc la prévoyance sur le décès, mais c'est valable sur d'autres sujets parce que sur une MAV la problématique est la même, sur de la dépendance c'est pareil, voilà, c'est d'amener de la liquidité là où il n'y en a pas à un instant T. C'est un point qui est fondamental. Alors juste, je repasse Sylvie, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce sujet, sur ce problème de compréhension. Et je vous renvoie la balle et on reviendra bien entendu à Jean-François Pellet sur qu'est-ce que nos banques assureurs vous demandent pour 2020. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, là encore une fois en termes de produits, en termes de services, sur quoi on veut mettre l'accent? La compréhension, c'est quelque chose en tant que courtier directement concerné en tant que courtier qui gère, qui monte des contrats bien sûr, mais qui gère aussi les sinistres. Et c'est vrai que la compréhension d'un assuré entre accidentel et non accidentel, un accident cardiaque dans la compréhension de tout un chacun, c'est un accident, et dans la réalité de l'assureur, ce n'est pas un accident. Donc c'est vrai que ce sujet-là est très impactant pour nous. Après, pour l'année à venir, en termes de développement,
nous allons continuer à accompagner les banques, aussi bien en développement de nouvelles offres qu'en développant des modes de gestion un peu plus innovants, plus fluides clients, avec un NPS encore meilleur. Mais il nous semble mais la balle est dans le camp de nos partenaires, que des offres tournées vers les TNS, les travailleurs non salariés, qui permettent de rebondir vie privée, vie professionnelle, c'est une piste intéressante, surtout compte tenu du taux d'équipement actuel sur les TNS qui mérite d'être développé. Jean-François Pellet, 100% d'accord, puisque effectivement pour 2020, alors déjà, avant même de parler produits, est-ce que la prévoyance est un relais de croissance souhaité, voulu, peu importe? La réponse est 1000 fois oui, ne serait-ce qu'au-delà des aspects marchés, que pour une énorme raison, qui est que les assureurs, enfin je pense particulièrement aux assureurs vie, les assureurs vie aujourd'hui ont quand même quelques soucis, quelques interrogations de devenir sur ce produit phare des 40 ou 50 dernières années. Euro, je suppose. Exactement. Donc pour faire très simple, avec les taux actuels, investir à moins quelque chose, payer quand même quelques charges et servir à minima un zéro garantie, on sent bien que actuariat première leçon, ça marche pas très bien. Donc il va falloir trouver d'autres choses. Alors on n'est pas sur l'épargne aujourd'hui, il y a d'autres choses sur l'épargne, mais il est évident que la prévoyance pour un assureur aujourd'hui a un aspect tout à fait intéressant, on va dire, dans sa gestion de bilan. Donc forcément, c'est quelque chose qui doit être une réflexion. Alors après, maintenant, en termes de produits ou de marché, je vais aller dans le même sens que Sylvie, mais là c'est un peu lié à la position de Prépare. Nous sommes déjà bien implantés sur notre marché des particuliers. En revanche, il y a encore, on va dire, des marges d'équipement, comme on dit, sur les TNS et TPE, PME. Pour moi, ce sont des marchés un petit peu similaires. Bon, en revanche, les grandes entreprises, nous, ne sont pas dans notre cible. Et en termes de produits, alors, en termes de garantie, c'est assez vaste. Non pas forcément sur les pros, mais l'assurance emprunteur reste un axe de développement, ce qui est assez amusant compte tenu de tout ce qu'on a pu dire avec les lois Hamon et Bourquin. Merci. Tout ce qui est décès, un cap, un val, évidemment aussi, avec un challenge, là, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui serait d'être capable de passer de l'accidentel, du majoritairement accidentel à un majoritairement toute cause. Et ça, c'est vraiment un point important qui va nous obliger probablement à investir énormément en termes de conseils. D'autant plus que, alors si on segmente marché particulier, marché des pros, pour moi, il n'y a pas du tout le même accompagnement possible, en particulier dans un marché bancaire. Et ce que disait M. Olivier Moustakakis, c'est qu'en fait, il y a un problème d'incompréhension. Est-ce qu'il y a une question de formation des réseaux parce que c'est ça que vous mettiez en avant. Il y a une question d'incompréhension. Très bien en réseau, en réseau classique, que ce soit les réseaux bancaires ou autres. Sur lequel on ne doit pas forcément vous interroger, vous, en tant que comparateur. Mais à partir du moment où vous n'avez pas un réseau, puisque vous êtes seul face à un comparateur en ligne, à un moment donné, et il y a une étude, sauf erreur de ma part, assez récente de HSBC qui a fait une étude au niveau mondial justement sur la partie prévoyance et qui a interrogé tous les pays, etc. Et le résultat des courses en France, c'est qu'il y avait à peu près une 50% de personnes qui étaient intéressées par les produits de prévoyance. Il y en avait plus de 20% qui ne comprenaient pas à quoi ça servait et ce que ça représentait en termes de couverture. Donc à un moment donné, là il y a un vrai fossé entre une volonté de vouloir s'équiper et s'assurer pour quelque chose, mais de ne pas comprendre derrière quels sont les risques associés et quels sont surtout les bénéfices. Et là, je vous rejoins complètement entre du forfaitaire et de l'indemnitaire, où l'indemnitaire va vous couvrir des préjudices qui ne sont pas couverts par ailleurs et qui peuvent être dramatiques dans la vie de tout un chacun. Préjudice d'agrément, préjudice esthétique, etc. Si demain on doit équiper votre logement ou votre véhicule parce que vous avez une invalidité, vous êtes paraplégique, ça, la GAB le prend en charge. Et pas un produit forfaitaire. Donc à un moment donné, il y a de véritables enjeux là-dessus à communiquer, à avoir une vraie communication argumentée et de sortir un peu du jargon assurantiel, ce qu'on essaie de faire nous à notre niveau, parce qu'on s'adresse aux particuliers et aussi au TNS. Mais dans l'absolu, le TNS a moins cette problématique parce que paradoxalement, il est plus informé. Donc on a plus de volume sur des TNS qui viennent nous interroger en comparaison, mais en revanche sur du particulier qui est un peu isolé, qui est salarié,
etc., qui ne va pas comprendre, qui va dire bon, je suis couvert par la sécurité sociale, par mon employeur, etc. Donc pourquoi aller souscrire un produit complémentaire, donc qui n'arrive pas à avoir réellement le bénéfice de ce type de produit. Et je pense que s'il y avait un effort de communication pour se mettre un peu au niveau des gens et de leur expliquer clairement, pas en sortant un peu du jargon technique, je pense qu'il y a une marge de progression assez colossale sur ce type de produit, clairement. Souvent on confond santé et prévoyance. Si je suis couvert, oui, mais c'est pas parce qu'on paye ma chambre avec la réforme santé l'hôpital que je suis couvert en arrêt de travail. C'est une usine à gaz en termes d'explication. On le voit bien, les assureurs aussi sont au cœur de tout cela. On ne va pas parler de la retraite, mais véritablement, la pédagogie doit être mise en avant. Nous avons eu la chance de revoir toute notre gamme, une bonne partie de notre gamme de prévoyance là maintenant depuis 12 mois à peu près. Dès le départ, on a embarqué la formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis sur la formation des réseaux, mais on a également, lors de la conception de nouveaux produits, fait de la co-construction avec des clients, pour voir justement quelles étaient les attentes. Parce que réfléchir en chambre, c'est très bien, mais on va peut-être réfléchir rentabilité et autres, et c'est pas l'objet majeur. Le produit sera effectivement souscrit que s'il est intéressant. Donc on a co-construit avec nos clients, et sur la formation, il n'y a pas eu de compromis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en marché sans un accompagnement vraiment très, très fort des populations, avec les moyens qui vont bien, parce que former des dizaines de milliers de collaborateurs, effectivement, c'est très lourd, mais pour autant, aujourd'hui, on a les technologies qui nous le permettent. Donc la formation et donc la pédagogie, en effet, doit être au cœur véritablement de la distribution des produits de prévoyance. En termes d'attente de vos réseaux, il y a des demandes particulières. Est-ce que oui, il y a de côté l'emprunteur, parce que bon, qui est, je dirais, un peu naturel au niveau des organismes bancaires, bien entendu, mais surtout, je reviens sur ce contrat de dépendance. Je ne sais plus qui disait que c'était vous, Sylvie, qu'il y avait a priori une demande qui revenait, et pourtant c'est pas si évident que ça. On a l'impression que c'est un peu tombé en désuétude, je sais pas. Est-ce que vous en reparlez dans vos réseaux de la dépendance, justement? Je sais bien qu'on attend des lois, on attend des réformes. Malheureusement, c'est un risque, il ne faut pas se voiler la face, qui est somme toute encore relativement mal connu en termes d'enjeux. Enfin, on voit très bien de quoi il s'agit. Combien ça coûtera à un horizon de 10, 15, 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a un point d'interrogation tarifaire, tout simplement, qui fait que, un peu brutalement dit, le produit est aujourd'hui très cher. D'ailleurs, nous avions envisagé de le faire sous une forme couplée, avec des produits d'épargne, ce qui nous semblait avoir un véritable intérêt intellectuel. C'est tout simple, c'est de dire je suis en phase de constitution de mon épargne, donc là je dois vraiment être protégé, et puis peut-être qu'au fur et à mesure que mon épargne croît, et bien somme toute j'ai moins besoin de m'assurer. C'est vrai pour la dépendance d'ailleurs, mais c'est vrai plus généralement pour la prévoyance. Le problème, c'est que si vous vendez ça, si vous proposez ça, tout le monde vous dit oui, bravo, super, du moment que ça ne coûte pas plus cher que les taux de chargement du contrat d'épargne actuel. Autrement dit, vendre des choses avec un prix de 0 est assez simple, mais plus problématique. Voilà. Justement, c'est une bonne transition, parce que y a les contrats d'épargne aujourd'hui proposent des solutions de prévoyance à l'intérieur, le fameux plan d'épargne retraite notamment, mais pas que, il y a les contrats d'assurance vie. Est-ce que c'est pas une façon pour vous de vendre, je dirais, plus simplement et d'être plus en phase avec votre marché, de ces options de prévoyance dans les contrats d'assurance vie? C'est pas nouveau, c'est l'inclusion. Est-ce que c'est pas le moment de redécouvrir, Jean-François Pellet disait, oui, les fonds en euros sont en grosse perte de vitesse. C'est pas le moment de dire l'assurance vie, c'est aussi une opération de prévoyance. Et c'est peut-être là qu'il faut insister. Il y a quelques décennies, qui n'avait pas forcément une bonne presse. Qui n'avait pas bonne presse, mais qu'on a supprimé parce qu'elle n'avait pas bonne presse. Mais ça, il y a des modes. Ce qu'on appelle les produits par inclusion, en fait, c'est ça dont il s'agit. On parle de l'assurance vie ou de l'épargne au sens large. On peut trouver dedans effectivement des fonctions d'assurance de prévoyance, mais effectivement, faut qu'elles aient un lien avec le produit. Je prends un autre exemple, une garantie de perte des moyens de paiement ou de vol des moyens de paiement, ça a un lien avec le produit en tant que tel, qui va être une carte bancaire ou des achats sur Internet. Après, quand on se situe vraiment en prévoyance conseil,
Oui, ça peut être en lien avec un bilan d'épargne, avec un bilan patrimonial, mais on peut vraiment le faire indépendamment. Et là, on parle vraiment de prévoyance. Et on va parler effectivement de garantie d'accident de la vie, on va parler de décès, on va parler de tous ces sujets-là. Qui n'arriveront peut-être pas, sauf bien évidemment le décès, mais après tout va dépendre de l'âge, etc. Mais voilà, on est vraiment dans une préoccupation qui va intéresser le client. Donc oui, pour des produits en inclusion, parce que effectivement ça a un lien avec le contrat, puisqu'on parle d'assurance vie. Je pense notamment à des moins-values qu'on pourrait constater sur un contrat en cas de décès. On peut effectivement faire face et prendre en charge ces moins-values. En revanche, après, il y a vraiment ce conseil véritablement en prévoyance qui doit être un acte du conseiller. Pure, on appelle la prévoyance pure. Donc Sylvie Felpin, vous parlez de l'ETNS. Alors c'est pas forcément un nouvel enjeu en tant que tel, mais c'est peut-être un nouvel enjeu pour les banques, ou est-ce que c'est une nouveauté? Vous refondez la gamme sur les professionnels. C'est vraiment d'actualité. Et d'ailleurs que dans le style jargon, on est passé des TNS aux professionnels. J'espère que tout le monde a conscience de ce que c'est. C'est vrai, effectivement. On parle même des indépendants. Je crois que c'est même le terme légal maintenant, de travailleurs indépendants. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Moustakaki, c'est qu'en fait, vous avez plus de TNS, c'est pas, excusez-moi, d'indépendants sur ce type de demande. Voilà, prévoyance pure, oui. Parce qu'il y a déjà eu une sorte d'évangélisation sur... Mais je vais vous raconter, je pense que c'est une anecdote qui illustre bien le côté jargon assurantiel. Quand on a commencé la partie, parce qu'on a commencé avec l'automobile, enfin on compare toute la gamme de produits du marché, et quand on s'est lancé dans la prévoyance, assurance décès invalidité, ça c'était le terme assureur et le terme technique, et nous on avait mis un picto avec un cercueil sur la gamme de ces produits-là. Ce qui était clair, les gens au moins savaient ce pourquoi lever de bouclier de nos partenaires assureurs, d'autres assureurs, mais comment osez-vous mettre en exergue ce type d'image ou de... Voilà, c'est l'exemple typique de, à un moment donné, il faut se mettre à la hauteur et au niveau des gens et leur expliquer, je pense clairement, sans langue de bois, à un moment donné, ce pourquoi le produit et ce pourquoi ils vont souscrire ou ce qu'ils vont aller comparer. Voilà, donc c'est une petite anecdote, mais je pense qu'il illustre un petit peu le début de mes propos sur, je pense qu'il y a un déficit en termes d'explication et de communication, et qu'il y a une vraie valeur, parce que je pense qu'il y a une marge de progression colossale sur ces produits individuels, en prévoyance individuelle, qui en plus est très rentable pour les acteurs du marché, pour les assureurs et les banquiers. Je pense que c'est une manne aussi qui est intéressante. La collective, c'est un peu plus compliqué, suivant les années. On parle bien de l'individuel. On parle bien de l'individuel. Donc il y a une marge de progression énorme, et en plus ça peut apporter beaucoup aux assurés. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire en la matière, même si en effet des progrès ont été faits au fil des années. C'est-à-dire que les communications, les explications sont de plus en plus claires. Mais malgré tout, puisque l'étude d'HSBC est assez récente, il reste un déficit en termes de compréhension de la part des gens. Bien. Et on va rester sur cette anecdote, parce que, évidemment, le temps est passé. On aurait pu rester encore beaucoup plus longtemps. Merci à vous de ces échanges. Et puis, restez avec nous, puisque nous avons un autre plateau qui suit, consacré au plan d'épargne retraite. On parlera aussi un petit peu certainement de prévoyance à l'intérieur. Merci encore, et j'espère à bientôt. Merci. Merci. Enfin.